Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet, un sujet sur l'usinage, un sujet qu'on aborde déjà en calcul avec les vitesses de coupe, les vitesses d'avance, le calcul de l'onde d'usinage. Ici, c'est finalement le même sujet, mais qui est abordé sous l'angle de la technologie. Pour ce faire, vous aurez besoin de 3 documents. Un document qui concerne les matériaux, un autre sur l'outillage, ses tranchants, sa géométrie, sa tenue de coupe, et puis un troisième sur l'usinage, donc les techniques qui permettent d'usiner proprement sur les machines stationnaires et portatives. On va commencer par le départ, ce sont les matériaux qui nous intéressent. Et puis, qui dit matériaux dit bois, enfin on l'espère, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Ce qu'on peut dire, et c'est un problème, c'est que le bois est un matériau anisotrope. Anisotrope, ça signifie tout simplement que le bois présente des réactions différentes selon le sens usiné. Typiquement, quand j'usine du bois dans le sens de la veine, donc dans le sens longitudinal, l'effort de coupe est moins important que quand je suis en bois de boue. Et puis les réactions seront encore différentes lorsque je suis dans le sens transversal. L'anisotropie du bois, c'est simplement ça. 3 réactions différentes en fonction des 3 sens existants dans le bois. Et puis en plus de ça, dans le sens longitudinal, vous remarquerez que suivant l'orientation de la veine, ça va plus ou moins bien. Là, on aura tendance à coucher la veine, elle ne sera pas relevée, donc la surface sera propre, alors qu'ici, on va clairement relever la fibre et on aura des éclats sur les arêtes, et on aura des déchirures en surface d'usinage. En bois de boue, le gros problème, c'est l'effort de coupe, qui est important. On s'en rend compte quand on taille des queues d'aigle. Et puis lorsqu'on est sur une machine, on aura tendance à brûler le bois parce que l'outil tourne souvent un peu trop vite. Et puis dans le sens transversal, là c'est un petit peu particulier, l'outil ne va pas réellement former de copeaux, il va plutôt fragmenter la fibre, on parle de travail de cisaillement, donc on aura une surface rugueuse, à moins que l'outil soit extrêmement bien affûté. C'est assez difficile d'obtenir une surface parfaitement propre. En plus de ça, parmi les bois massifs, donc non seulement on a 3 essences différents, en plus on a plein d'essences différentes. On peut par exemple parler des bois tropicaux, on dit qu'ils sont siliceux. Ce sont des bois qui poussent dans des terrains sablonneux, et le sable se retrouve finalement dans le bois, ce qui crée des matières abrasives. Et cette matière abrasive va user prématurément les tranchants de nos outils. Donc lorsque vous faites de la serrie, utilisez de préférence des outils en métal dur. Pour un petit travail, l'acier rapide fonctionne, mais attention, il faut avoir conscience qu'il va s'user très rapidement. En scierie, on scie les bois, donc on scie les grumes, avec un autre matériau de coupe, souvent c'est du métal dur, ça peut être aussi de la stellite, c'est un matériau de coupe qui va résister justement à la silice des bois tropicaux. On peut aussi avoir des mauvaises surprises avec les bois indigènes, par exemple les bois résineux vont facilement encrasser les tranchants. On a des surépaisseurs qui apparaissent sur les flancs du tranchant, ce qui va générer un échauffement et une usure du tranchant. La qualité de coupe sera aussi réduite, puisque cette surépaisseur va pousser la fibre du bois et puis la faire se relever. Ce phénomène, on le voit aussi beaucoup à la Struvig, quand on utilise des lames qui sont usées, qui sont pleines de colle, de résine, et puis que vous coupez un panneau mélaminé, vous faites éclater la mélamine à cause de cette surépaisseur de résine et de colle. On aura aussi un problème avec les bois qui contiennent beaucoup de tanins, comme le chêne ou le noyer, qui vont oxyder les outils. Donc c'est plus un problème mécanique, là c'est par réaction chimique. Les tanins vont oxyder le tranchant, et puis du coup arrondir l'arête du tranchant qui était bien affûtée en une arête qui ne coupe plus. De nos jours, le bois massif est de moins en moins utilisé, on est souvent confronté à des matériaux dérivés du bois, donc que ce soit du panneau de particules, de l'OSB, du MDF ou des contreplaqués tels que du multipli, du bois croisé ou du 3 plis, ces panneaux contiennent énormément de colle, alors plutôt ceux qui sont au centre que ceux qui sont à l'extérieur ici, mais néanmoins pour tous ces panneaux, on est obligé d'utiliser des outils en métal dur. L'acier rapide ne va pas supporter cette présence de colle qui est trop dure pour un tranchant qui ne l'est pas tant que ça. En termes de dureté, l'acier est beaucoup moins dur que le métal dur. Et puis, un tranchant qui va très bien résister,
c'est le tranchant en diamant. C'est ce qu'on utilisera très souvent sur les CNC. Parmi les panneaux, on a aussi le Fermacell et puis les stratifiés compacts qui contiennent des résines de mélamine et de formol. Donc ici des panneaux très très durs, là des panneaux abrasifs. Le plâtre est très abrasif. Donc on a beau utiliser les bons outils, c'est vrai que ces outils vont toujours assez mal finir. Vous pouvez observer votre lame de scie sauteuse ou votre lame de scie circulaire quand vous sciez du Fermacell ou du stratifié compact. En général, ces outils finissent assez mal. Donc, pour les débiter, souvent on utilise des outils en fin de vie, ou alors des outils en diamant, qui vont quand même mieux supporter ces matériaux très durs ou très abrasifs. Pour synthétiser ce qu'on vient de voir, je vous laisse compléter votre résumé. Je rajoute simplement une chose qu'on n'a pas encore vue, l'usinage, la plupart du temps, se fait de manière circulaire, et puis sur certaines machines, comme la scie sauteuse, la scie à ruban, c'est vrai que là, on a un usinage qui est linéaire. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne la qualité de surface, la qualité d'usinage et ses paramètres. Le fondage préalable est à l'origine de certains problèmes. Peut-être juste avant de les citer, regardons ce que c'est le fondage préalable. Si vous faites du petit bois, vous allez vous rendre compte que si vous tenez votre bûche dans ce sens, ça va beaucoup moins bien aller que dans ce sens-là. Ici, on n'a pas du tout de fondage préalable. De ce fait, votre hache va vous revenir à la figure. Tandis que là, un petit choc sur l'extrémité de la bûche, et puis ce choc se propage sur toute la longueur de la bûche sous forme de fente. Et ça, c'est le fondage préalable. C'est aussi simple que ça. Et ce fondage préalable n'a lieu que dans le sens longitudinal du bois. Donc s'il apparaît très clairement lorsqu'on fait du petit bois, eh bien il apparaît aussi lorsqu'on usine le bois dans le sens longitudinal. Alors on est beaucoup plus faible en termes de dimension, mais cette fente, ce fondage du bois apparaît. Ce fondage du bois facilite l'entrée de l'outil dans le bois, facilite la coupe. L'effort de coupe est beaucoup moins important que si on était dans du bois debout, où là on n'a pas du tout de fondage préalable. Ça c'est le point positif. Par contre le point négatif, c'est que lorsque la veine est défavorable, donc lorsque la veine a tendance à descendre par rapport à la surface d'usinage, on aura des défauts. Parmi ces défauts, on parle de déchirure en surface d'usinage, et puis on parlera d'éclat lorsque l'outil sort du bois, il va entraîner avec lui la fibre du bois, va la tirer à lui et va générer des éclats. Donc on fait cette distinction, dans le jargon courant on parlera que d'éclat, dans votre classeur on parle de déchirure en surface d'usinage, c'est ce qui apparaît clairement à la raboteuse, lorsque vos bois ont été tournés dans le mauvais sens, et d'éclat sur les arêtes des pièces. Mais on a des solutions pour limiter ces déchirures et ces éclats. Manuellement, avec un rabot, vous pouvez régler le contrefer pour fractionner le petit copeau. On parle de brise-copeau sur les machines stationnaires, on parle de contrefer sur les rabots. Cette pièce a pour but de fractionner le copeau pour éviter qu'il soit trop long et puis qu'il vienne trop tirer la fibre à lui. La lumière aussi, si vous avez une petite lumière, une petite ouverture, eh bien ça va obliger le copeau là aussi à se fractionner et à limiter la tension qu'il y aura sur la fibre. Et puis sur les outils, vous avez ce qu'on appelle des araseurs. La petite plaquette ici qui est réversible et jetable, ou sur une lame de scie circulaire, c'est cette petite pointe qui va aller au-delà de la surface usinée et qui va permettre de limiter la coupe, que la coupe au niveau de son arête soit propre. Donc pour le brise-copeau et le contrefer de l'outil manuel, on va pouvoir limiter les déchirures en surface d'usinage, et puis les araseurs, eux, délimitent la coupe, donc limitent les éclats. Pour limiter les déchirures et les éclats, on a une solution toute simple, que vous avez déjà testée à maintes reprises à l'atelier. Regardez simplement cette image, on remarque que le fondage préalable est important lorsque la prise de matière l'est également. Là par contre, le copeau étant fin, on a pris peu de matière à la fois, et le fondage préalable est peu important. Avec un fondage préalable peu important,
eh bien on a moins de risque de générer de gros défauts. Donc copeaux épais, fondage préalable important, copeaux fins, fondage préalable faible, donc moins de risque de générer des défauts. Et puis comment obtient-on un copeau fin? Eh bien il suffit d'augmenter la vitesse de coupe de l'outil. De cette manière, à chaque tour, le tranchant prendra peu de matière à la fois. Ou alors, selon le même principe, on peut aussi réduire la vitesse d'avance. Donc si on garde la même vitesse de coupe, vu qu'on donne moins à manger au tranchant, eh bien, le copeau sera fin. Pour limiter les déchirures, on a encore une option. L'option, c'est de choisir un outil de petit diamètre. Imaginez, vous êtes sur la toupie avec un outil de grand diamètre. Celui-ci va exercer une force plutôt dans le sens longitudinal. Qui dit sens longitudinal dit fendage préalable. Pas de problème si la veine est parfaitement de fil, parfaitement parallèle. Par contre, vous aurez des défauts si cette veine n'est pas favorable, si elle est plutôt descendante. Si c'est le cas, vous pouvez opter pour un outil de plus petit diamètre. Un outil de petit diamètre va très rapidement sortir de la pièce, donc va passer d'un mode longitudinal à un mode d'usinage plutôt transversal, voire bois debout, ce qui va générer des éclats, ça c'est clair, ça c'est le point négatif, mais par contre très peu de fondage préalable. Et puis ces éclats, de toute manière, lorsque l'outil continue à usiner la pièce, ils seront gommés par la fin de l'usinage. C'est pour cette raison qu'avec des outils de défonceuse, bien qu'on ait des vitesses de coupe très faibles, comme on a pu le voir en calcul, on obtient quand même des surfaces usinées de bonne qualité, parce que ces outils génèrent peu de force dans le sens longitudinal et beaucoup plus dans le sens transversal. On a encore une solution au niveau du choix de l'outil. Vous avez parfois des outils à coupe droite, d'autres à coupe oblique. La coupe droite, son problème, c'est que toute la hauteur du tranchant va rentrer simultanément en contact avec la pièce. Ça génère un énorme choc, et qui dit choc dit fondage préalable, et qui dit fondage préalable dit potentiellement des défauts. En revanche, l'outil à coupe oblique va pénétrer dans la pièce depuis sa pointe jusqu'à l'autre extrémité du tranchant de façon progressive. Le choc est donc réduit, la coupe est facilitée. Si on fait le parallèle avec un plongeur, ben là c'est un plongeur qui se ramasse un énorme plateau sur le vide, tandis que là c'est le plongeur qui a pris la position, qui lui permet de fendre l'eau progressivement. Ça c'est aussi vous qui êtes en train de tailler des queues d'aigle, vous devez égaliser le fond des queues d'aigle avec votre ciseau à bois, et bien spontanément votre ciseau, vous allez peut-être le mettre un petit peu en biais pour faciliter la coupe. Donc au niveau des machines, c'est exactement le même principe. Jusqu'à présent, on cherchait des solutions pour limiter les déchirures. Qu'en est-il maintenant des éclats? Je vous rappelle le principe, les éclats se forment sur l'arête de la pièce, les déchirures se forment en surface d'usinage. Alors un principe de base, c'est qu'il faudrait limiter la profondeur d'usinage à 1/10 du diamètre de l'outil. J'ai mon outil, là je prends 1/10 de son diamètre, l'effort de coupe est plutôt longitudinal, ce qui produit très peu d'éclats. Par contre, on avait vu qu'on avait pas mal de fendage préalable qui pouvait apparaître et donc potentiellement pas mal de déchirures au cas où la veine est défavorable. Bon, au niveau des éclats, ça c'est plutôt positif. Ce qui serait négatif, c'est de prendre un petit outil où l'effort de coupe se fait plutôt dans le sens transversal, ce qui génère des éclats sur l'arête de coupe. Donc ici, le bois va éclater, la fibre va être tirée par la rotation de l'outil, et on aura pas mal de défauts. Par contre, on l'avait vu tout à l'heure, peu de déchirures. Lorsqu'on est dans le sens transversal, vous faites un usinage d'un panneau plate-bande, ou vous faites du tonnage à la toupie ou à la tonnonneuse, eh bien, évidemment qu'il faudra prévoir une cale anti-éclat pour retenir la fibre en sortie de pièce. La même chose pour un travail arrêté sur la toupie. L'outil rentre dans la pièce, pas de problème, mais lorsqu'il sort et que l'usinage s'arrête ici, il faudra retenir cette fibre qui risque de se relever par une planchette bien ajustée. Alors vous comprendrez bien que cette zone, il est inutile de bien l'ajuster, par contre celle-ci,
lorsque l'outil sort de la pièce, qu'il rentre dans la planchette, c'est cette partie qui doit être ajustée précisément. À noter que pour un usinage continu, donc un usinage traditionnel, vous n'êtes pas obligé d'ajuster une planchette aussi finement que ça. Une planchette posée sur les tranchants suffit largement. Entailler une planchette prend du temps, c'est assez dangereux, donc ne le faites que si c'est nécessaire. Une petite particularité, certains ont peut-être dans leur atelier des machines une toupie avec arbre inclinable. L'arbre inclinable n'est pas là que pour faire des pieds, il est avant tout prévu pour faire des usinages parfaitement d'équerre. Comme ici, on a une battue qui est effectuée avec un arbre incliné à l'aide d'un outil spécifique. Ça a un lien direct avec cette volonté de limiter les éclats et les déchirures, également de limiter le désaffûtage des outils. Avec ce système d'arbre inclinable, de 10 degrés, de 3 degrés, en fait, il ne faut pas grand-chose pour obtenir un effet positif. L'outil descend dans la matière, prend son petit copeau, et dès que c'est fait, remonte. Donc, dans la partie qui a déjà été usinée, c'est déjà positif, parce que l'outil ne frotte pas inutilement cette surface. Le tranchant descend, sans toucher la surface usinée, prend son copeau, et là, remonte. En remontant, plutôt que de sortir au niveau du plat de l'usinage et de tirer la fibre à lui, eh bien, l'outil ressort plus haut dans cette zone-là. Donc là aussi, on aura beaucoup moins d'éclat. On limite aussi l'onde, le pas d'usinage. En fait, ce système n'a que des avantages. Le seul inconvénient, c'est qu'il coûte plus cher et que les outils doivent être adaptés à ce système-là. Excepté sur les toupies à arbre inclinable où le pas d'usinage est quasiment inexistant, sur les autres machines de fraisage et sur les machines de rabotage, il faudra gérer la distance du pas d'usinage en fonction du type d'ouvrage. Pour info, le pas d'usinage, c'est une distance entre la prise de matière de deux tranchants. Chaque tranchant tourne de façon circulaire, chaque tranchant prend son petit copeau et laisse donc une marque circulaire. Ici on a la marque de ce tranchant, là du précédent, et puis la distance en deux prises de matière définit la distance du pas. On peut mettre en évidence trois situations. Un pas fin, de type ébénisterie, qui ne nécessitera pas de ponçage par la suite. Donc idéal par exemple pour de la mouluration, car il n'y a rien de pire que de devoir poncer des moulures. Si on peut éviter de faire une opération de finition après le fraisage, on gagne du temps. Le pas de type menuiserie nécessitera peut-être un ponçage sous la contact, et le pas de type charpente, comme son nom l'indique, sera plutôt destiné à des pièces peu visibles ou pas du tout visibles. Alors pour chacune de ces situations, on a toujours un avantage et un inconvénient. La qualité de surface ici, elle est optimale. On a dit pas besoin de poncer cette surface, elle est déjà prête pour la finition. Par contre, attention, l'outil, pour fournir cet état de surface, va bosser comme un dingue. Donc il va tourner très vite sur une pièce qui se déplacera très lentement. Donc l'usure est maximale. Ici, finalement, c'est le bon compromis. On a une assez bonne qualité, et puis l'usure de l'outil est raisonnable. Là, par contre, la qualité est mauvaise. On aura en plus de ça facilement du fendage préalable, parce que le copeau est assez énorme dans la prise de matière. Mais par contre, l'usure de l'outil est top. Là, on le préserve grandement. Alors finalement, quels sont les trois paramètres qui nous permettent de gérer ce pas d'usinage? Le premier, c'est la vitesse d'avance de la pièce. Ce qu'on est en train de calculer avec le chapitre 7, il s'agit de mètres par minute. Pour une avance manuelle, on compte environ 8 mètres minutes. Pour des pièces un peu spéciales, on ira un peu plus lentement, donc ça peut tomber à 2 mètres minutes. À la défonceuse aussi, on va un petit peu plus lentement. Pour un avancement automatique escamotable, on peut monter jusqu'à 30 mètres minutes.
Et puis pour une alimentation mécanisée de machines industrielles, où ça peut être une 4 faces, une moulurière, là on peut monter jusqu'à 100 mètres par minute. Le deuxième paramètre, c'est la fréquence de rotation. Fréquence de rotation, qui dit fréquence de rotation dit vitesse de coupe de l'outil. Donc voilà, on a des fréquences de rotation habituelles, 3, 6000, 4500, 9000 tours minute, deux vitesses électriques, et puis avec les poulies et les courroies, on peut démultiplier ces deux vitesses électriques, en général par 2. Et puis troisième paramètre, c'est le nombre de tranchants. Donc ça c'est Z. Dans nos calculs au chapitre 7, c'est la lettre Z, Z4, Z8, qui définira le nombre de tranchants. Tout ce qu'on vient de voir, c'est très théorique. Maintenant, en pratique, l'objectif, c'est de trouver un bon rapport de coupe. On va pas commencer à calculer comme on le fait avec le chapitre 7, on est d'accord. Donc là, vous ferez plutôt appel à vos sens. Il faut trouver un bon équilibre entre la vitesse d'avance et la vitesse de coupe, et vous pourrez simplement en observant les copeaux, en écoutant les bruits de votre machine, ou en sentant les odeurs de fumée qui s'élèvent de votre pièce parce que vous tournez trop vite, vous pourrez déterminer si vous avez un bon équilibre, un bon rapport de coupe entre ces deux vitesses. Si on parle d'extrême, une première extrême avec une vitesse de coupe trop faible, on va générer des copeaux super épais. Ce sera plus des copeaux à mettre dans le jardin autour des rosiers que l'épaisseur optimale de rabotage, de fraisage. Donc là, votre machine fait beaucoup de bruit, ça tape, vous l'entendez. Les copeaux sont épais, donc le fondage préalable est important, ça génère des défauts, des déchirures, des éclats. Et puis en plus de ça, suivant le tranchant qui est monté sur votre outil, vu que ça tape, vu que ça prend trop de matière, il y a un risque de brisure possible. Votre tranchant pourrait se casser et du coup être projeté à travers l'atelier à 160 km/h. Et dans le pire des cas, vous passez au travers de vos entrailles. Donc ça peut être même très dangereux. À l'opposé, si vous tournez trop vite, si la vitesse de coupe est trop élevée, votre outil ne va pas produire du copeau, mais de la poussière. L'outil tournera trop vite par rapport à ce qu'on lui donne à manger, donc il va frotter inutilement la surface d'usinage, ça va générer peut-être des brûlages, la fumée, la pièce ne va pas prendre feu, mais elle va quand même brûler en surface, et ces brûlures sont difficiles à faire partir au ponçage. Ça sent mauvais, le résultat est brûlé, donc c'est pas vraiment le bon plan. La vitesse optimale, si on va regarder un petit peu les copeaux qui ont été produits, en tout cas pour production de copeaux manuels avec un rabot, on dit que l'épaisseur idéale ce serait l'épaisseur d'un papier à cigarette. Ça c'est le bon rapport de coupe. Pour une machine, on est aussi un petit peu dans ces épaisseurs-là. En principe, ça ne sent pas mauvais, ça ne fait pas de bruit, votre machine est stable, votre tranchant reste en une pièce et tout se passe bien. Et là, on aime ça. Pour mettre tout ça sur le papier, ça fait beaucoup de théories un peu abstraites, je le conçois. Je vous propose de compléter cette partie, donc c'est la feuille usinage. Et mettez à chaque fois pause pour compléter tout ça. Première partie. Une fois votre résumé complété, je vous propose de faire un petit caout, 32 questions sur la partie 1 de ce chapitre usinage.